Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la matière Algo 1. Nous allons voir le chapitre 6, à savoir des variantes des listes chaînées. Donc nous avons vu les listes simplement chaînées dans le chapitre précédent, et dans ce chapitre nous allons voir les listes doublement chaînées et les listes doublement chaînées circulaires. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin d'introduire des listes doublement chaînées? Eh bien parce que les listes simplement chaînées que l'on a vues au chapitre précédent ont quelques inconvénients. En particulier, on ne peut pas revenir en arrière sur les maillons. Donc là, c'est un extrait d'une liste. On voit donc deux maillons qui sont enchaînés à la suite. Et donc, à partir de ce maillon-là, on peut passer au maillon suivant. Mais à partir de ce maillon-là, on ne peut pas revenir au maillon précédent, puisque le chaînage est fait simplement de gauche à droite. Donc, si on veut vraiment accéder à ce maillon-là à partir de celui-ci, on est en fait obligé de refaire tout un parcours de liste pour détecter quel est le maillon dont le maillon suivant est celui à l'adresse 128. Donc pour répondre à ce problème, on a introduit un deuxième type de liste un peu plus sophistiqué, les listes doublement chaînées, qu'on abrégera souvent liste DC, donc D pour doublement et C pour chaîné. Donc qu'est-ce que ça va être une liste doublement chaînée? J'en ai représenté une ici sur un dessin. Ça va ressembler beaucoup à une liste simplement chaînée, sauf que les maillons, qu'on appellera désormais des maillons doublement chaînés, vont avoir trois champs. On retrouve les deux champs qu'on avait précédemment dans les maillons pour une liste simplement chaînée, à savoir le champ data qui va contenir la réelle donnée qui est stockée dans le maillon, et le champ suivant qui permet le chaînage avec le maillon suivant. Mais en plus, un maillon doublement chaîné va avoir un champ prec pour précédent qui va permettre de lier au maillon précédent. Donc le premier maillon, évidemment, n'a pas de maillon précédent, donc il contient l'adresse fictive -1, mais un maillon qui est au milieu de la liste contient bien un chaînage vers le maillon suivant, ainsi qu'un chaînage dans son champ prec vers le maillon précédent. Alors, du coup, vous avez dû remarquer que j'ai changé un petit peu mon langage depuis le début de ce chapitre. Pour désigner une liste chaînée, si je veux vraiment insister sur le fait que c'est une liste chaînée qui n'est pas doublement chaînée, alors on peut dire que c'est une liste simplement chaînée. Donc, suivant le cas, on précisera le simplement chaîné pour appuyer le fait que le chaînage n'est fait que de gauche à droite. Alors donc on va définir un nouveau type de données abstrait, ces listes doublement chaînées, et on va effectuer les mêmes opérations que celles qu'on a vues précédemment, d'une part sur les tableaux partiellement remplis et d'autre part sur les simplement chaînés, pour voir si ça change quelque chose en termes de complexité d'une part et d'écriture des algorithmes d'autre part. Donc pour améliorer la lisibilité, on va aussi avoir besoin d'un nouveau type de maillon, puisqu'il nous faut désormais des maillons avec trois champs. Donc on aura un type maillon DC, pour maillon doublement chaîné, qui aura les trois champs évoqués précédemment, prec pour précédent, data et suive. Et on va créer un type liste DC pour liste doublement chaînée, qui en fait va ressembler vraiment beaucoup au type liste, dans le sens où c'est un type qui n'a qu'un seul champ, le champ début, qui sera donc l'adresse du premier maillon de la liste doublement chaînée. Mais voilà, on supposera que si la liste est de type liste DC, alors elle pointe vers un maillon qui est de type maillon doublement chaîné. Et donc comme dans le chapitre précédent, on utilisera -1 ou nul pour désigner une adresse fictive, c'est-à-dire une adresse qui n'existe pas, pour écrire par exemple dans le champ suive du dernier maillon. Alors voici les spécifications du type de données abstrait maillon DC, maillon doublement chaîné. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a déjà vu sur les maillons simplement chaînés. On peut créer un maillon, ce qui déclare et initialise le maillon, avec la syntaxe suivante. Donc je déclare une variable m de type maillon doublement chaîné et je fais appel à new maillon DC pour réserver la mémoire nécessaire à ce nouveau maillon doublement chaîné. Donc ça crée un maillon qui a trois champs. Ça n'initialise pas le champ data, dans lequel on ne sait vraiment pas ce qu'il faut mettre. Par contre, on va supposer que ça initialise automatiquement les champs prec et suive avec l'adresse fictive -1. Ensuite, on peut lire ou écrire dans le champ data d'un maillon, donc là où est stockée la véritable donnée, comme on faisait précédemment. Donc si m est un maillon doublement chaîné, je peux accéder à son champ data en faisant m.data, pour y lire ou pour y écrire. De même, on peut lire ou écrire dans le champ prec ou suive d'un maillon en utilisant la syntaxe m.prec ou m.suive si notre maillon s'appelle m.
D'un point de vue complexité, par analogie avec les chapitres précédents, on va supposer que la création d'un maillon compte 0 opération, même si c'est un tout petit abus de comptage, et on supposera que lire ou écrire dans un champ, que ce soit le champ data ou les champs d'adresse précédentes et suivantes, coûte à chaque fois une opération élémentaire, donc soit pour lire, soit pour écrire dans un champ. On pourra accéder à l'adresse où est rangé un maillon grâce à la fonction adresse de. Donc adresse de, ça nous donne l'adresse où est rangé M, ça coûte une opération élémentaire. Et inversement, on peut accéder au maillon dont on connaît l'adresse grâce à maillon A. Donc par exemple, si il y a un maillon qui est rangé à l'adresse 1012, eh bien on y accède en faisant maillon A 1012. Et ça coûte aussi une opération élémentaire. Donc là, je vais me permettre, comme pour les maillons de liste simplement chaînée, de faire un petit abus de notation pour alléger la syntaxe. Et donc parfois, je ferai un abus de notation entre les maillons et les adresses, comme s'il y avait une conversion automatique. Par exemple, si je définis l'adresse d'un maillon à 304, donc en supposant que le maillon à l'adresse 304 existe, je n'ai normalement pas le droit d'écrire adrmaillon.data, puisque adrmaillon est une adresse. Et donc une adresse n'a pas de champ, donc en particulier n'a pas de champ data. Donc il faudrait que je fasse maillon A adrmaillon. Ceci, on renvoie bien là le maillon qui est à cette adresse-là. Et comme c'est un maillon, je peux faire .data. Donc j'utiliserai également le point souligné pour, on va dire, souligner justement l'abus de notation que je ferai sur les points. Et on peut utiliser, si vous préférez, à la place du point souligné, la syntaxe de flèche qui est comme ça et qui correspond à ce qu'on aurait en C si on veut accéder au champ data, non pas de l'adresse puisque ça n'existe pas, mais du maillon qui est pointé par l'adresse adrmaillon. Alors j'ai remis le même exemple presque qu'on avait au chapitre précédent. Donc voici ce que je peux faire avec les notations rigoureuses en termes d'enchaînement d'opérations élémentaires, et on verra comment est-ce que je l'écrirai avec cet abus de notation donc entre les adresses et les maillons. Donc je crée un nouveau maillon doublement chaîné, je réserve la mémoire qui lui est nécessaire, et cela initialise automatiquement ces champs prec et suivent à l'adresse fictive -1. Ensuite je récupère son adresse que je stocke dans une variable adrm que je déclare ici, donc de type adresse. Je peux écrire dans m.data la valeur 5. Je peux utiliser adrm pour écrire également dans son champ data, donc le remplacer le 5 par 3, mais avec les notations rigoureuses, je suis obligée d'accéder d'abord au maillon à cette adresse-là, et donc ceci me renvoie un maillon, donc je peux bien faire .data. Ensuite, je peux déclarer une nouvelle variable n de type maillon doublement chaîné et réserver l'espace mémoire qui lui est nécessaire. J'écris la valeur 6 dans sa partie data, et ensuite si je veux lier les maillons m et n de telle sorte que n se retrouve comme maillon qui suit m, eh bien je dois écrire dans le champ suivant de m, donc je peux utiliser soit grand M, soit maillon A adresse M, point suive, et donc j'y stocke l'adresse de n, et maintenant, nos maillons doivent être donc chaînés dans les deux sens, donc il faut aussi que je dise que M est le maillon qui précède grand N, et donc j'y accède soit avec la syntaxe grand N.prec, soit avec la syntaxe maillon A, l'adresse de N, .prec, et donc j'y stocke l'adresse de M. Donc si je veux faire la même chose que ces opérations-là, en m'autorisant le petit abus de notation des points pour accéder au champ d'une adresse, ce qui n'existe normalement pas. Donc j'ai des lignes qui ne changent pas, à savoir la déclaration et la réservation de la mémoire pour grand M. Je récupère l'adresse de grand M, je stocke la valeur 5 dans son champ data. Donc ça, j'ai bien le droit d'écrire tel quel, puisque grand M, c'est vraiment un maillon, donc il a bien un champ data. Et ensuite, si je veux écraser ce qu'il y a dans ce champ data, en utilisant cette fois l'adresse de M, et bien avec l'abus de notation, j'écris adm.data, et je souligne le point pour dire que c'est un abus de notation, puisque ceci est une adresse, n'a pas de champ data. Et ensuite, donc c'est pareil, je crée le maillon grand N et je réserve sa mémoire, j'écris 6 dans la partie data, ceci j'ai bien le droit de l'écrire, ce n'est pas un abus de notation, et ensuite je vais faire l'abus de notation pour dire que dans le champ suivant de M, donc ici j'utilise son adresse avec un point souligné pour dire que je fais un abus de notation, j'y range N au lieu de l'adresse de N, et
de même pour dire que M est le maillon qui précède N. Et donc maintenant, on est prêt à définir le type de données abstrait liste doublement chaînée qui a les spécifications suivantes. Donc on peut déclarer une variable li de type liste DC et réserver de la mémoire pour une nouvelle liste qui correspond donc à ce petit bloc ici, avec simplement un champ début qui est initialisé automatiquement avec l'adresse fictive -1 ou nul selon vos goûts, puisqu'au début, une liste n'a pas de premier maillon, donc elle est vide, donc son champ début est à l'adresse fictive. Et on peut lire ou écrire dans le champ début de la liste, qui doit donc contenir l'adresse du premier maillon, et donc li.début doit être l'adresse du premier maillon doublement chaîné de la liste. Et donc lire et écrire dans le champ début me coûtera une opération élémentaire. Et donc là, on voit un petit dessin d'une liste doublement chaînée, dont le premier maillon doublement chaîné est rangé à l'adresse 14, il est ici. Et ensuite, j'ai une série de maillons qui sont chaînés. Donc ici, j'ai 4 maillons. Donc le premier maillon a une adresse fictive dans son champ précédent, puisque comme c'est le premier maillon, il n'a pas de maillon précédent. Le dernier maillon a une adresse fictive dans son champ suivant, puisque le dernier maillon n'a pas de maillon suivant. Et par contre, pour les maillons qui sont entre les deux, eh bien, on retrouve la partie data qui est au milieu, et un chaînage vers le maillon suivant. Donc ici, 128, parce que le maillon suivant, c'est celui-là qui est rangé à l'adresse 128. Et si je reviens à ce maillon-là, eh bien, dans le champ précédent, il y a la valeur 14, puisque son maillon précédent, c'est celui-là, il est rangé à l'adresse 14. Alors voici un petit exemple d'une suite d'opérations élémentaires que je peux faire sur des listes doublement chaînées et des maillons doublement chaînés, et puis je fais un petit dessin au fur et à mesure pour savoir ce qui se passe dans la mémoire. Donc là je vais exécuter la première ligne, ça réserve de la mémoire pour une liste doublement chaînée, donc dont le champ début est initialisé à l'adresse fictive -1. Ensuite la deuxième ligne me réserve de la mémoire pour un maillon doublement chaîné grand M, ici. Pour l'instant, ils ne sont pas liés entre eux. Ensuite, j'écris 15 dans la partie data de M, c'est ici. Ensuite, je dis que M est le premier maillon de la liste li, en stockant dans le champ début de li l'adresse de M. Maintenant, li.début est égal à 14, l'adresse de grand M. Ensuite, je crée un nouveau maillon doublement chaîné grand N. J'écris 5 dans sa partie data. Et ensuite, je vais lier les maillons M et N. Donc là, j'ai bien deux opérations à faire, puisqu'il faut que je crée les deux liens, celui qui va vers la droite et celui qui va vers la gauche. Et donc, dans M.suivre, c'est-à-dire ici, il faut que j'écrive l'adresse de N. Voilà. Et ensuite, dans N.prec, ici, il faut que je dise que son maillon précédent, c'est grand M, qui est à l'adresse 14. Donc, c'est ce que je fais grâce à cette ligne. Et donc, j'ai désormais une liste doublement chaînée avec deux maillons. Alors de la même manière que pour les listes simplement chaînées, on se fabrique les trois fonctions utiles suivantes, à savoir une fonction qui s'appelle evide, qui prend en argument une liste doublement chaînée et qui envoie un booléen, qui vaut vrai si la liste doublement chaînée li est vide et faux sinon. Une fonction valeur tête qui prend en argument une liste doublement chaînée li, et qui va envoyer un nombre qui est la data stockée dans le premier maillon, si la liste est non vide. Et une fonction que qui prend en argument une liste doublement chaînée li, et qui va envoyer une liste doublement chaînée. Donc de la même manière que pour les listes chaînées, il se trouve que l'écriture de ces trois fonctions sont absolument identiques à ce qu'on avait pour les listes simplement chaînées. Donc ça ne change absolument rien pour ces trois fonctions d'avoir une liste doublement chaînée. Alors attention par contre, il y a une petite subtilité pour la fonction que de la liste, puisque maintenant, quand on crée la queue de la liste, eh bien c'est le maillon qui était avant le deuxième maillon de li qui devient le premier maillon de la queue de la liste. La définition de la queue de la liste, c'est tous les maillons sauf le premier. Et donc on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour le champ précédent de ce nouveau premier maillon. Si on écrase ce qu'il y a dans son champ précédent en y rangeant l'adresse -1, l'adresse fictive -1, alors on a bien une liste doublement chaînée bien formée, par contre on a cassé la liste li. Or, souvent on utilise
la fonction queue de lit pour faire des appels récursifs et on n'a pas du tout envie de casser notre liste. Donc là, voilà, c'est un petit peu des détails d'implémentation et on va choisir que pour ne pas casser la liste existante, eh bien, on ne change pas le champ prec du maillon qui devient la tête de la queue de la liste, c'est-à-dire le deuxième maillon de lit. Et donc du coup, pour tester si le maillon est le premier de la liste, ce ne sera pas tout à fait correct de tester si le champ précédent est égal à -1, puisque si on est donc le premier maillon d'une queue de liste, on n'aura pas ça. Donc il vaudra mieux, à partir de maintenant, pour tester si un maillon est le premier maillon de la liste, tester si son adresse est égale à l'adresse de début de liste. Voilà, donc ça c'est un détail un petit peu technique, on y reviendra un petit peu plus tard.